Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Vraiment, c'est très intéressant pour moi d'avoir assisté à ces 2 journées. J'avoue que quand j'ai été sollicité pour faire une intervention, j'étais un peu surpris parce que je me disais, mais moi, l'intercommunalité, toutes ces questions-là, c'est pas trop mon sujet. À l'époque, j'étais très engagé dans la finalisation du rapport dont je vais beaucoup vous parler sur les soins de proximité pour le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Puis finalement, j'ai dit à mes interlocuteurs, puisque vous me demandez de parler système de soins de proximité, intégration, intercommunalité, je vais donc pas mal développer en fait ce que je fais sur les systèmes de soins de proximité. Deuxième élément, je ne suis pas juriste, je ne vais pas citer d'article, je vais citer un rapport plutôt. Désolé. Je suis médecin de formation, je ne suis pas universitaire non plus, de double peine. Je suis médecin spécialisé en santé publique, j'ai fait beaucoup de recherches dans un institut qui s'appelle l'Institut de recherche et de documentation et économie de la santé. Donc j'ai spécialisé en santé publique, approche, gestion, économie et ressources humaines. Et je m'intéresse quand même beaucoup à l'organisation des soins de proximité, des soins primaires. Voilà, mon petit support, mon viatique textuel, pour vous parler du HCAM. Alors, le HCAM, c'est une instance qui est rattachée à France Stratégie, qui est à niveau national. Il y a 60 à 70 personnes. Quelqu'un, ce midi, me disait oui, ça produit des rapports qui servent à quelque chose. Et effectivement, ça produit parfois des rapports qui servent parfois à quelque chose. Il y a un rapport notamment qui a été produit en juin 2018 sur proposition de transformation du système de santé qui a été repris quasiment in extenso dans le projet Ma Santé 2022 et la loi 2019. Sur la transformation du système de santé en disant qu'il fallait faire un scénario de rupture et qu'il fallait arrêter d'organiser le système de soins à partir des logiques d'offres, qu'elles soient hospitalières ou des professionnels de santé, mais qu'il fallait organiser ce système de soins plutôt en réponse aux besoins de la population. Ça paraît trivial de le dire, mais c'est finalement pas vraiment comme ça que le système est organisé. Et on a entendu tout à l'heure parler des GHT, qui sont des logiques de regroupement et qui développent des logiques un peu de ce qu'on appelle d'intégration verticale. L'idée, avec des risques d'avoir une intégration verticale d'un système public, d'un système privé, parce qu'on a un système concurrentiel, vous le savez, et l'idée est plutôt de dire oui, mais non, il faut plutôt qu'on ait aussi une approche d'intégration horizontale avec un premier niveau de soins qu'on appelle dans la littérature internationale les soins primaires, ou primary care plutôt. On a du mal à le traduire en français parce que primaire, c'est pas top. Alors, on dit premier, primaire, primitif, ça on dit pas. Et donc, cette idée d'intégration horizontale est assez importante, puisque finalement, comment offrir quand même des soins à toute la population sur l'ensemble du territoire de base, et donc je vais vous présenter un peu ça. Donc, je vais quand même donner quelques repères finalement sur ces notions de soins de proximité, parce que finalement, ça a été très bien dit, j'ai beaucoup aimé hier le côté performatif de proximité pour dire qu'en fait, on s'en occupait, mais qu'on était toujours bien centralisé. Je crois, enfin, effectivement, l'idée quand même qu'il y avait derrière proximité, qui était dans l'avis du HCAM, et dont je vais parler, c'est quand même quelque chose qui est assez répandu à l'international, qui s'appelle le primary care, qui a été beaucoup promu par l'OMS, notamment dans les années 70, à l'époque où les communistes étaient très influents au sein de l'OMS. Et avec cette idée quand même qu'il faut finalement donner le maximum avec les ressources dont on dispose. Donc il y a vraiment une logique d'efficience qui est derrière, et d'efficience et d'équité. Donc, déjà, des choses qui sont très répandues chez nous, bien sûr, dont on ne se rend même plus compte, mais l'eau potable, enfin, l'eau, on commence à s'y intéresser, à se rappeler que c'est important, tout un ensemble de critères d'hygiène, de régulation qui font qu'on vit en bonne santé et qu'on a amélioré la santé. Mais c'est aussi une première ligne de soins. Et les soins de primary care, ils se caractérisent par des fonctions. C'est pas ce niveau de soins qui les a seulement, mais c'est d'abord l'accès aux soins. L'accès aux soins, ça peut être physique, les distances, ça peut être aussi financier. J'en parlerai un petit peu parce que quand vous développez le secteur 2 et que vous avez des distorsions tarifaires, il y a des gens qui ne vont pas accéder aux soins, ils vont renoncer aux soins pour raisons financières, chose qu'on étudie beaucoup à l'IRDES, et ça c'est un problème. C'est pour ça qu'on a créé la CMU d'ailleurs en 1999. Ça peut être aussi un problème culturel.
Et puis à la continuité des soins, c'est-à-dire l'idée qu'on crée une relation dans le temps, la coordination des soins, et puis l'idée d'une approche globale qui s'oppose un petit peu à une logique qui serait, et qui est très performante aussi, qui est une approche par organe, par spécialité, qu'on a beaucoup développée dans les CHU. Et puis ce sont aussi des professions. Et ces professions-là peuvent changer selon les systèmes. Donc tout ça, c'est des options, c'est des choix que l'on fait. Alors ça, c'est juste quelque chose de très basique, mais qui est assez connu mais dans le monde des primary care, mais peu connu en général, c'est que quand ça s'appelle, c'est un papier fort connu dans Medical Care sur l'écologie médicale, dans la population, on va prendre 1000 personnes, ceux qui ont un problème de santé vont identifier des symptômes, puis vont ensuite considérer qu'ils ont besoin de soins, et ensuite vont consulter les soins primaires, c'est à peu près 11% de la population qui va recourir aux soins. Donc il y a tout un ensemble de troubles pour lesquels on ne va pas consulter. Et ensuite, quand on consulte les soins primaires, eh bien, la fonction des soins primaires, c'est de filtrer et de répondre à une grande partie de la demande pour ensuite finalement aller à l'hôpital ou vers des soins beaucoup plus pointus où, a priori, la population est beaucoup moins importante. J'ai mis quelques statistiques françaises. En France, il y a 270 millions de consultations de médecins généralistes par an. Il y a 80% de la population française qui voit au moins une fois un médecin généraliste dans l'année, mais c'est 17% de la population qui est hospitalisée. Donc on voit bien que ça fonctionne comme ça, et bien heureusement, on ne va pas aller tout le temps à l'hôpital. Mais c'est un peu le problème aussi, c'est que quand on va tout le temps à l'hôpital, l'hôpital il est débordé, et c'est le problème des urgences. Alors, l'histoire en fait des systèmes de soins de proximité en France, c'est une longue histoire d'essayer de construire un système de soins de proximité. Je m'explique. En 1946, après avoir donc beaucoup réfléchi pendant la résistance, le CNR propose donc quelque chose d'assez fondamental qui consiste à dire tout le monde va cotiser, cotisation obligatoire, chacun cotise selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. C'est écrit comme ça dans le Capital de Marx. C'était déjà cité par Proudhon, donc c'est une utopie réalisée. Je veux dire, cette idée de l'obligation de la cotisation qui crée la solidarité. Je veux dire, liberté, égalité, fraternité. La fraternité, c'est la solidarité, et ça passe par la sécurité sociale, cette idée qu'on est tous solidaires. Ce que les Américains n'acceptent pas, puisqu'Obama n'a pas réussi, pour l'instant, enfin, toujours pas réussi à installer une assurance maladie universelle. À l'époque, il y avait cette idée que tout le monde peut avoir son médecin. En 1958, j'ai vu tout à l'heure, hier, je crois que c'était la photo de Robert Debré qui est passée, mais qui n'a pas été citée. Oui. Il m'a bien semblé reconnaître Robert Debré, qui avait été dans la Résistance et qui était le père de Michel Debré, qui avait fait la réforme de 1958, qui a créé les CHU sur le modèle américain des Academic Health Centers de 1910. Donc on développe la biomédecine et on développe le soin aux malades et on crée la triple valence hospitalo-universitaire. Et puis en 1978, on introduit les primary care. Petite histoire au passage, en 1972, il y a le rapport sur les limites de la croissance. Donc c'est intéressant de voir aujourd'hui que la réflexion sur les soins primaires, elle était concomitante à la réflexion sur peut-être les limites de la croissance. Et aujourd'hui, on rentre dans les limites de la croissance. Donc je pense que les soins primaires, c'est pas mal d'actualité, mine de rien. Même si ça met du temps à se développer. Ensuite, en France, ça s'est créé, les soins primaires, à travers la reconnaissance de la place de la médecine générale. C'est un modèle. Il y en a d'autres. Par exemple, en Espagne, on va avoir un modèle beaucoup plus normatif. On va faire une loi, on va planifier en fonction, on va découper le territoire et on va dire, pour 40 000 habitants, on crée un centre de santé, les médecins sont salariés, et oui, les infirmiers sont salariés, et voilà comment ça va fonctionner. En Finlande, en Suède, on va confier aux comtés, aux municipalités, qui sont beaucoup plus grosses, la gestion et la responsabilité des soins primaires. En France, on ne fait pas ça. Alors, en Angleterre, on confie aux généralistes très tôt la fonction de régulation des soins primaires. Et en France, on a mis à peu près 86, donc à peu près une trentaine d'années, ou 20 ans, à reconnaître la fonction du généraliste et qui est devenu le médecin traitant, qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de compter le nombre de gens qui n'ont pas de médecin traitant et de dire on a un problème d'accès aux soins. Avant la réforme de 2004, on ne savait pas combien de gens... Enfin, on n'était pas capable de le faire, parce qu'en créant l'inscription auprès du médecin traitant, on peut, à ce moment-là, mesurer en fait le non-recours, enfin d'une façon plus, ou l'attribuer au médecin, et ce qui fait que maintenant on formule un problème. Définition des soins de premier recours, et puis bien sûr toutes ces lois qui nous apportent ensuite les soins de proximité.
Alors, pourquoi des soins primaires et les soins de proximité, vous allez me dire pourquoi j'en parle et pourquoi on en parle autant. Quelques courbes. Donc à gauche, c'est le histogramme, c'est une courbe assez rigolote, c'est l'évolution du numerus clausus. Il a baissé régulièrement, il a été introduit, donc, et il a baissé régulièrement, et tout le monde était d'accord pour qu'il baisse, et pour qu'il reste longtemps baissé, car il y avait un accord collectif là-dessus, et aujourd'hui on est en train de réaugmenter massivement, et vous voyez, donc, on n'a même jamais été aussi haut, mais eh bien, le problème est toujours là, puisqu'il y a un décalage temporel, il faut 12 ans pour former un médecin. Donc les courbes qui sont en dessous, ce sont des densités, des effectifs et des densités. La plus intéressante, c'est la ligne bleue sombre qui montre l'évolution de la densité standardisée sur la population, c'est-à-dire le nombre de médecins généralistes pour la population standardisée sur l'âge et le sexe. Et là, on voit que ça va baisser pendant longtemps avant de remonter. Autrement dit, l'horizon qui est devant nous, pour les 10 ans au moins à venir, c'est une baisse régulière des médecins généralistes. Voilà, c'est la réalité qui est devant nous. Il faut le dire parce que c'est inéluctable. Et ce n'est pas parce qu'on a augmenté le numerus clausus ou qu'on fait une fac de santé à Orléans, qui est une très bonne chose, qu'on va résoudre le problème de la démographie médicale dans les 10 ans qui viennent. Deuxième chose intéressante, c'est qu'on a augmenté les autres professions. Les courbes qui sont peut-être abusivement croissantes, ce sont d'un côté les infirmiers libéraux en fuchsia, et puis autrement les sages-femmes libérales donc en orange. Donc là, il y a une expansion donc, de ces professions. Donc vous me voyez venir sur l'évolution éventuellement ou la façon de répondre aux besoins de santé. Peut-être qu'on n'a pas besoin tout le temps d'un médecin. Effectivement, il y a des solutions. Ces solutions-là, alors autre chose qui est importante aujourd'hui dans notre système de santé, c'est qu'il se transforme pour répondre à ces enjeux-là, parce qu'il y a le vieillissement de la population, l'évolution des pathologies chroniques, et ça fait quand même 20 ans, moi ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans que je travaille sur ces sujets-là, que les sujets de la démographie, de faire évoluer les rôles professionnels, modifier les formes d'exercice sont identifiés, sur lesquels il y a des politiques, mais c'est très lent. C'est très très lent parce qu'il faut passer d'une pratique traditionnelle. Il faut savoir que le système de santé français en secteur ambulatoire, il est conçu sur le modèle du médecin libéral qui donc s'installe tout seul, qui est payé à l'acte. Il y a une charte en 1927 qui caractérise la médecine libérale. Les autres professions sont aussi organisées comme ça, les infirmiers, les kinés, etc. Et finalement, les gens ne collaborent pas puisqu'ils sont en concurrence. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne se connaissent pas. Hier, c'était très intéressant d'écouter M. Hainaut qui me disait je me rends compte que les gens ne se connaissent pas. Ben, effectivement, ils ne se connaissent pas puisqu'ils étaient concurrents. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un système qui est construit, qui a été, les pratiques, les représentations sont héritées de ce modèle. Donc, il s'agit de passer vers... vous voyez, il n'y a pas que le problème de l'intercommunalité, enfin, il n'y a pas que le problème des communes, en fait. Hein. Dans la collaboration, il y a vraiment beaucoup le problème des professions de santé. Aller vers une organisation plus collective et orientée vers la population et probablement avec des paiements différents parce que le paiement à l'acte, c'est quand même quelque chose qui enferme dans un mode d'exercice individuel. Donc il y a toute une problématique d'évolution des mécanismes de rémunération qui nous m'a beaucoup occupé, qui occupe aujourd'hui beaucoup encore. L'autre transformation nécessaire, c'est que, j'en ai parlé un petit peu avec les CHU, c'est que les professions de santé sont des formations professionnelles. Ce sont des formations professionnelles très longues, et donc on a une formation théorique, mais on a beaucoup une formation pratique, et donc on se socialise, on apprend à se comporter dans des lieux de stage, et finalement on est modélisé, on est dans des moules en fait, c'est des cadres qui nous forment. Et donc, si on apprend d'une certaine façon à fonctionner dans un certain système, on ne va pas forcément... voilà, c'est ça qu'on saura faire. Donc, le travail en équipe ambulatoire, le travail sur les territoires, la prise de conscience qu'il y a un environnement, qu'il y a une population, qu'il faut répondre aux besoins, qu'on n'est pas tout seul, c'est des choses qu'on n'apprend pas très bien aujourd'hui dans le système de santé. Donc, comment former ça, comment transformer ça, c'est un des sujets, et ça passe par la transformation de la formation, et donc l'évolution de ce qui est sans doute le plus difficile à faire évoluer dans le système de santé, mais peut-être même dans la société d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la profession juridique, mais c'est les cadres universitaires. C'est-à-dire comment, finalement, apprendre différemment, comment apprendre à travailler ensemble, comment muser différemment. Ça, c'est un vrai sujet, parce que c'est le moule, en fait, qu'il faut modifier. Et puis, l'autre sujet, c'est qu'on a une régulation qui est un petit peu, tout à l'heure j'ai montré,
création de l'assurance maladie en 1946, avec toute une organisation, une administration spécifique, création des hôpitaux, et on a d'un côté l'administration sanitaire, de l'autre côté l'administration de la sécurité sociale. Il y a l'école des hautes études en santé publique et l'école nationale de la sécurité sociale. Il y a des carrières différentes, des statuts différents. Donc ça, c'est aussi un des défauts d'intégration. Si on peut parler. Alors, est-ce que c'est un défaut d'intégration? En tout cas, c'est notre héritage. Et puis, avec une logique très descendante. Alors, les soins de proximité, est-ce qu'on est à un tournant? Donc, je parle pour l'instant que des soins de proximité, mais je vais quand même vous parler de l'intercommunalité et de l'intégration. 5 minutes, c'est ça? Oui, je suis dans les temps. Alors, la crise du Covid a été un révélateur. Alors, le scotome, excusez-moi, c'est une présentation, c'est un terme médical, c'est quand on a une amputation du champ de vision. Et en fait, ce qui est très frappant, quand on va dans le ministère de la Santé, les soins primaires, ça n'existe pas. Les gens qui travaillent dans le système de la santé, enfin dans le ministère de la Santé, c'est maçonnerie, elle m'interrompt. Ce qui va... En fait, il n'y a pas de bureau, il y a des directeurs d'hôpitaux, il y a des énarques, il y a des professeurs de médecine, mais il y a très peu, finalement, de médecins généralistes, il y a très peu de professionnels, finalement, de ce champ-là. Il n'y a pas tellement une administration qui pilote ce secteur. Donc, en fait, ça n'existe pas dans leur représentation. Alors, c'est en train de changer, mais historiquement, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, on prend conscience qu'il faut développer des formes coordonnées, qu'il y a intérêt vraiment à que les gens collaborent ensemble, développer les rôles professionnels. Le Covid a montré la crise, en fait, la fragilité du système hospitalier. Et il faut reconnaître que ce n'est pas une solution de démultiplier les services de réanimation. Je veux dire, on voit bien que la solution, c'est de la prévention, mais on a vraiment un système qui est vraiment orienté vers l'hôpital. Ce qui est aussi de la faute des représentants de la médecine de ville qui se vivent comme souvent libéraux et indépendants. Il y a des changements qui ont été... qui se font vraiment aujourd'hui. Il y a des réformes très importantes qui sont en cours dans les études de médecine, mais ça ne va pas assez vite. Il y a un développement de l'exercice coordonné, on en a parlé, on a entendu, MSP, CPTS sont des termes qui sont revenus régulièrement au centre de santé, mais aujourd'hui on a un problème de productivité. C'est-à-dire que les médecins, on a encore beaucoup de médecins, mais ils ne voient pas assez de patients. Donc peut-être qu'ils pourraient travailler plus en travaillant différemment. Alors pas travailler plus, mais répondre à une plus grande demande de soins. Et quand on fait des comparaisons internationales, on sait très bien qu'il y a des médecins hollandais, des médecins allemands qui peuvent suivre 2000 patients inscrits avec des assistants médicaux, alors qu'en France, on est plutôt autour de 1000. Donc on peut s'organiser. Et autre enjeu aujourd'hui, il faut agir. Aujourd'hui, on a besoin de transformation sur le long terme pour adresser les sujets qui se présentent à nous, mais on est aussi obligé d'agir dans l'urgence. Alors l'urgence, c'est ça. C'est qu'on est dans une phase, donc 2012 à gauche, 2021 au milieu. Vous voyez qu'on a déjà une progression, une transformation de la force de travail. Ça, ce sont les médecins, je pense, oui, c'est les médecins. Peut-être bien les médecins généralistes, je ne sais plus, mais enfin, c'est grosso modo pareil. Et on voit bien qu'on a à la fois une bascule en âge et puis une bascule aussi sur le genre. C'est-à-dire que la profession médicale se féminise. 2/3 des étudiants en médecine sont des femmes. C'est un puissant vecteur de transformation, c'est un grand progrès, je pense, mais ça questionne beaucoup sur les stratégies d'installation. Et puis, les choix donc, de pratiques ne sont pas les mêmes. Ça donne aussi beaucoup plus d'ouverture au travail avec d'autres professionnels. Et ce qui va se passer donc là, c'était en 2021-2030, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui vont partir à la retraite. Un médecin qui part à la retraite, c'est un médecin âgé. Et un médecin âgé, il a une clientèle âgée, parce qu'il vieillit avec sa clientèle. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens âgés polypathologiques qui, d'un jour au lendemain, vont se retrouver sans médecin. Et ça, c'est très, très angoissant. Et ça provoque une crise, et les élus ils sont sollicités. Qu'est-ce que vous faites, etc. Donc, la question de l'anticipation de ce qui va se passer, elle est fondamentale. Et dans quelle mesure les élus, ou dans les intercos, on regarde l'âge et l'anticipe, les départs à la retraite des médecins qui sont sur le territoire, c'est vraiment clé, parce que ça peut aller très très vite. Alors, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, alors, face à ça, il y a un foisonnement d'acteurs nouveaux.
Donc ça part un peu dans tous les sens. Vous avez des réponses locales innovantes, on en a entendu. Vous avez des initiatives de l'État qui cherchent à modifier en fait, les mécanismes de rémunération, parce qu'il y a beaucoup de choses extrêmement novatrices qui sont en train de se faire en France, mais on a toujours un problème de passage à l'échelle, de généralisation. Il y a donc des différents projets, là j'en ai cité quelques-uns. Le centre de santé départemental de la Saône-et-Loire, vous avez peut-être entendu parler. C'est un département qui a pris l'initiative de créer 5 centres de santé sur le territoire et qui a recruté 70 médecins qu'il salarie. On voit apparaître de nouveaux opérateurs de soins primaires. Ça a été dit aujourd'hui, mais la chaîne de clinique Ramsay est en train de se mettre sur le marché, de créer des centres. Centres de dentaires, donc il y a des opérateurs privés qui arrivent. Et puis il y a toute une offre, un peu de shop médecine, comme on dit, avec de centres de soins non programmés. Et je suis à 1 minute, c'est ça? D'accord. Les actions en région Centre-Val de Loire, j'ai regardé un peu sur Internet, je me disais, ça foisonne aussi dans la région Centre-Val de Loire. Donc là, je suis désolé, le lien ne marche pas, mais il y a une très jolie carte qui a été faite par Charlotte, mais qui montre en fait toutes les CPTS, et la région Centre-Val de Loire et la région de France où il y a le plus de CPTS. Donc il y a une dynamique très forte, parce que les gens sur le terrain, ils voient bien qu'il y a un problème. Donc ils sont bien obligés d'avancer. Les intercommunalités, on en a vu. Et puis, il y a des initiatives multiples aujourd'hui qui se font à travers... apparemment, il y a un partenariat avec Zagreb, transformation des CHU en CHU. Donc, on voit bien que ça bouge. Alors, que faire? J'ai repris un peu la question qui a été adressée hier, que je trouvais intéressante. En gros, le HCAM dit qu'il faut agir à moyen long terme, parce qu'il faut garder un cap. Le risque, c'est face à la crise, c'est de paniquer et de ne pas continuer à transformer le système. Donc il faut investir. Aujourd'hui, on investit. On investit, en fait, mais peut-être pas très bien. On investit dans la formation, dans l'emploi, puisqu'on crée des emplois infirmiers, on crée des emplois d'aides-soignants, et puis on est en train de construire des structures. On pense qu'il faut définir une cible d'un modèle organisationnel pour le futur. Et là, il y a un enjeu, je pense, pour les collectivités territoriales, à faciliter ou à aider en fait l'évolution du monde professionnel qui ne sait pas bien finalement se transformer à travailler collectivement, et souvent c'est dans l'infrastructure qu'il y a un effort, qu'il y a une aide à faire, dans la création, dans le soutien à de l'emploi, dans le soutien en ingénierie, et puis donc il y a tout un ensemble d'évolutions possibles. À très court terme, il faut agir vite, et aujourd'hui, je vais le dire très vite, mais la recommandation principale du HCAM, c'est de dire qu'il faut être totalement pragmatique, il faut prendre toutes les initiatives qui viennent du terrain, il faut arrêter d'être dans des positions idéologiques, etc. Et il faut y aller. Parce que beaucoup de gens disent on est dans une situation qui va ressembler à la crise du Covid. C'est-à-dire qu'on va être dans une situation où les gens vont vraiment avoir besoin d'avoir accès aux soins. Donc il va falloir lâcher vraiment les vannes. Voilà, donc je réponds à la question qui m'a été posée. L'intégration de l'intercommunalité dans le système de soins de proximité. Franchement, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Au sens où, si je prends l'intégration comme, non pas de la coordination, mais de l'absorption, parce qu'intégrer, c'est fort quand même. Hein, donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ces intercommunalités deviendraient en fait responsables du pilotage et de la gestion d'un système de soins de proximité. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour l'imaginer, parce qu'il y a un problème de compétences, il y a un problème de ressources, il y a un problème de culture aussi. Donc, par contre, ce qu'on voit très très bien, c'est que les intercommunalités sont aujourd'hui dans une situation pour se développer à l'échelle des CPTS, qui sont plutôt l'échelle infradépartementale, parce que c'est un territoire d'action cohérent, et on recommande beaucoup dans le HCAM de développer ce niveau territorial complémentaire au niveau des opérateurs de terrain. Donc les CLS sont probablement un des outils clés pour avancer, mais on en parle beaucoup aujourd'hui, on dit qu'il faut faire des CLS, mais enfin il y a quand même très très peu de moyens pour faire des CLS aujourd'hui. Donc il faudrait mettre beaucoup plus de ressources si on veut vraiment renforcer les CLS. Donc peut-être là, il y a quelque chose à faire. Alors sur le rôle des métropoles, je trouve que ce n'est pas évident. Je trouve que ce n'est pas évident parce que les métropoles, elles sont déjà dans une très grande taille. Alors je m'étais dit d'ailleurs en écoutant les débats hier je me dis dans le fond, est-ce que le sujet c'est l'intégration de l'intercommunalité dans le système de soins de proximité ou c'est la désintégration de l'intercommunalité dans le système de proximité? Parce que ça ne va pas mettre les intercommunalités en danger
cette histoire de crise et comment ça peut, qu'est-ce qui peut les préserver finalement de ce risque. Donc sur le rôle des métropoles, moi j'ai retenu des présentations d'hier et d'aujourd'hui, c'est qu'elles peuvent jouer un rôle, parce qu'elles ont des moyens quand même, d'orchestration et de modélisation. Par exemple, pour modéliser il y a un enjeu très important aujourd'hui dans l'architecture et dans l'investissement du bâti pour créer des conditions pour travailler en équipe. Ce n'est pas pensé, ce n'est pas développé, et aujourd'hui, il y a vraiment besoin de foncier. Donc ça, c'est un des leviers forts, je crois, quand même, des communes et des intercommunalités. Peuvent-elles devenir des opérateurs, à l'instar de chaînes de cliniques privées ou à l'instar d'un conseil départemental, comme c'est dans la Seine-et-Loire? Possiblement, mais il faut savoir que c'est un vrai métier. Et il faut investir. Est-ce qu'elles peuvent prendre un rôle de plaidoyer pour la population auprès des ARS pour les soins de proximité, sachant que l'enjeu, c'est quand même la question des inégalités de santé. Donc c'est de dire, attention, nous, on identifie des besoins là, donc il faut mettre plus de ressources là pour répondre aux besoins. Voilà, je vous remercie. C'est un peu long.